Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme de demain. Ça veut dire quoi exactement, le tourisme de demain? Eh bien, j'imagine un tourisme qui englobe l'ensemble des acteurs du tourisme, y compris les touristes, et que, ensemble, nous sommes engagés dans la préservation de notre planète. Je me dis souvent d'ailleurs, François, arrête de rêver, mais à la fin, pourquoi pas? Tu vois, parce que le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit. Et en France, ça bouge. Donc on peut effectivement repenser notre rapport au tourisme. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai créé le podcast Expérientiel. En tant qu'hôtelier atypique, avec une expérience internationale de direction d'hôtel, mais pas que. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à regarder mon site françoishuette.net. Mais en attendant, je t'emmène dans un voyage vers un tourisme plus respectueux de la planète et du vivant. Et à chaque épisode, c'est une invitation à la découverte d'une aventure humaine guidée par le sens, mais aussi animée par la passion et une envie profonde de contribuer à un tourisme beaucoup plus vertueux. À la fin de l'épisode, si tu as des questions, des remarques ou des suggestions d'invités, n'hésite pas, tu m'envoies un email à podcastexpérientiel@gmail.com. Mais pour le moment, je t'invite à t'installer confortablement. Bien, aujourd'hui, on va inverser les rôles. Eric and the Trip m'a proposé de m'interviewer pour le podcast Expérientiel afin que nous fassions plus ample connaissance, nous tous, l'audience et moi. Et j'ai trouvé l'idée très sympathique, très amusante, et donc voilà, je joue le jeu et je réponds à ces questions. Bonjour François. Bonjour Eric, comment vas-tu? Moi ça va assez bien en ce janvier neigeux, dirons-nous. Donc aujourd'hui François, on va inverser les rôles. Donc c'est pas toi qui va interviewer, c'est moi en fait qui vais avec grand plaisir t'interviewer parce qu'en fait je me suis dit, à force d'écouter tes nombreux podcasts, je me suis dit que François avait sans doute des choses très intéressantes à nous raconter. Et c'est aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suggéré l'idée. C'est très sympa et j'adore le concept. Alors essayons, on va bien rigoler. On va essayer. Alors premièrement François, tu vas nous dire où es-tu? Alors moi je suis dans le Var, dans l'arrière-pays, entouré de vignes et de forêts, en pleine nature. Voilà, je suis à côté d'un petit village qui s'appelle Carcès, au-dessus de Brignoles. Très bien. Donc évidemment, dans notre entretien, on va avoir l'occasion de parler d'expérientiel, mais avant ça, moi, je voudrais qu'on sache un peu qui tu es, et puis aussi déjà pour commencer sur des points, je dirais, d'actualité. Je voulais savoir comment tu vivais la période actuelle qui est compliquée. Donc je suis certain que tu as des choses intéressantes à nous dire. Cette période, en effet, est compliquée. Le premier confinement, je l'ai pris comme un cadeau. Je trouvais que c'était sympa de pouvoir nous permettre de se poser. Et puis j'étais dans un état d'esprit où je pensais que après ce confinement, les choses allaient redevenir normales. Mais depuis, on se rend compte que ça fait 1 an que ça dure et que on ne sait pas encore combien de temps que ça va durer. Donc il y a de la frustration, c'est sûr. Il y a un manque de visibilité. Et on aimerait avoir plus ou moins un panneau qui nous dit départ, quoi. Donc ça, c'est le côté frustrant et négatif. Le côté positif, c'est que cette période, en réalité, m'a permis de me poser, 2, de prendre du recul par rapport à mon activité et d'explorer de nouveaux domaines. Et c'est comme ça qu'est né Expérientiel. C'est-à-dire que c'est venu d'une conversation toute simple. C'était un peu un jeu pour moi. Tiens, voilà, occupe-toi comme ça. Et c'est comme ça que c'est né. Et je trouve que c'est ça qui est bien dans cette période, c'est que ça nous permet d'explorer des terrains ou des zones qu'on n'aurait pas pensé dans un climat naturel. Et donc là, c'est super. Voilà un peu comment je me sens aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'émotionnellement, il y a des hauts et des bas, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Oui, très bien, François. Alors, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous faire un petit résumé de ta longue carrière? Ouais, merci de mentionner l'âge. Donc, j'ai 57 ans.
Je suis marié avec 2 enfants, 2 adolescents. Je viens de Fontainebleau avec des parents paysagistes où mon terrain de jeu était la forêt de Fontainebleau et j'ai des parents qui sont très proches de la nature, donc très connectés à la nature. Et ça, pour moi, ça a été une grande influence. Ceci dit, j'habitais dans un petit village, donc j'ai voulu partir très tôt. Et vu que j'étais pas un terrible élève, et j'étais un élève terrible, donc on m'a retiré de l'école et là j'ai fait un apprentissage en restauration dans un relais château pour ensuite partir dans différents pays, à commencer par l'Angleterre pour apprendre l'anglais. J'ai travaillé au Gavroche qui à l'époque était le premier 3 étoiles Michelin en Angleterre avec Monsieur Albert Roux qui nous a quittés récemment. Et puis de là j'ai volé de mes propres ailes, j'ai vécu dans 7 pays, j'ai visité 80 pays. J'ai travaillé 11 ans avec la chaîne Intercontinentale où là j'ai monté les échelons. Ensuite, je suis parti à Bora Bora pour un hôtel indépendant où j'ai tenu mon premier poste de directeur général pour ensuite partir 10 ans avec le groupe Banyan Tree où j'ai terminé comme vice-président hôtel où j'ai été le directeur général de l'hôtel phare, le Banyan Tree Phuket, et je supervisais 2 autres hôtels, un au Laos et à Koh Samui. Voilà, grosso modo, ma carrière. Et puis aujourd'hui, après une question de perte de sens, je suis rentré en France. J'ai créé ma société. Je me suis remis à étudier. J'ai étudié l'économie, la fonctionnalité et de la coopération, mais aussi l'intelligence collective. Et aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants justement dans la transformation de leur entreprise autour d'un projet riche de sens où chacun peut contribuer et trouver sa place. Donc vraiment dans la coopération. Voilà. Très bien, c'est une carrière très riche, à la fois en nombre, en type de poste et aussi en pays que tu as eu l'occasion de parcourir. J'ai regardé un peu dans le détail. Alors j'ai vu que tu avais l'occasion, alors je ne sais pas si c'était une opportunité, mais tu as vécu le tsunami en Asie. Je pense que tu étais aux Maldives à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler de quelques instants? Ouais, Je pense que c'est quand même pas très fréquent d'avoir vu ça de l'intérieur. Donc parle-nous-en un peu. Déjà, le tsunami, alors il y a beaucoup de gens qui pourront en parler de manière dramatique et je peux le comprendre tout à fait vu que je l'ai vécu, mais j'ai eu énormément de chance. J'étais dans un endroit, j'étais à 20 minutes de la fameuse vague qui a frappé violemment les Maldives. Mais il y a aussi, c'est un peu comme la pandémie, il y a un côté positif, c'est que ça a été une expérience humaine incroyable, quoi. Incroyable avec les clients, mais surtout avec les employés. Vraiment, on a vécu quelque chose de très 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 important. Moi, en tant que dirigeant de 2 hôtels à l'époque là-bas, j'ai appris tout naturellement à lâcher prise et à faire confiance à mes équipes pour prendre des décisions parce que j'étais dans l'incapacité de pouvoir tout gérer. Quand on est dans une période de crise comme celle-là, c'est pas facile. Par contre, ce qui était intéressant, c'est aussi que dans une période de crise comme ça, on se rend compte le travail qui a été fait en amont. On a monté le premier laboratoire marin dans un 5 étoiles à l'époque aux Maldives et on avait comme objectif de rendre la connaissance accessible à tous, en incluant nos employés, les scientifiques, les clients, etc. Et on s'est rendu compte que à travers cet exercice, on avait créé du sens. Et c'est ce qui nous a rattachés très fortement, parce qu'après le tsunami, on a été aider une île qui avait été entièrement détruite, une île non touristique, qui avait été entièrement détruite, et avec les Nations Unies, qui ont fourni les équipements, le matériel, et on a reconstruit une île avec nos employés, vu que l'occupation était descendue à 10%, et sur base de volontariat. Et quand on a proposé ça aux employés, à 100% des employés ont répondu présent et ont participé. Et 6 mois plus tard, on avait une île qui avait été reconstruite avec des gens qui pouvaient vivre avec le sanitaire qui correspondait, etc. Et essayer de retrouver ou de redonner du sens à leur vie. Voilà. Ouais, super. Alors j'ai envie de te poser une question, là, vu que tu as quand même, on vient de le dire, une expérience certaine. Si tu devais retenir une réussite dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent, alors il y aura expérientiel, on va y venir. Mais avant ça, s'il y a un point que tu devrais retenir dans ta longue carrière, tu dis ouais, je suis particulièrement fier d'avoir fait ça. Je vais revenir sur ce laboratoire marin. Ce laboratoire marin, c'était le résultat d'une prise de conscience par rapport à la fragilité de l'environnement. On parle de 2002.
je rentrais d'une année sabbatique où j'avais voyagé dans le monde avec mon épouse et on s'était rendu compte que quel que soit le type de pays, soi-disant du tiers-monde ou soi-disant développé, il existait déjà, des champs de plastique. Et je me suis dit que il était important que je devienne un directeur général engagé et responsable, mais responsable par rapport à l'environnement et la culture locale. Pour moi, la plus belle réussite, c'est que quand on a ouvert ce laboratoire marin, au fil du temps, nos employés qui avaient accès à cette information sont devenus des leaders de projets environnementaux sur leur île, justement pour préserver leur île où vivaient leur famille. Et ça, je pense que pour moi, c'est la plus belle réussite. C'est vraiment, l'essence d'un leader, c'est de pouvoir passer cette information et que les employés se l'approprient et fassent quelque chose encore plus grand pour eux là-bas. D'accord. Donc, ça veut dire que déjà, là, c'est intéressant parce que à ce moment-là, déjà, tu t'associais une espèce de conscience environnementale qui date pas d'hier et en même temps, le sens humain de faire progresser et se développer les personnes qui travaillent avec toi. C'est un peu ça. Tout à fait, parce qu'en tant que leader, mes plus belles réussites, c'est grâce aux équipes avec lesquelles je travaillais. Et donc, mes plus belles réussites, c'est de l'intelligence collective. Et mes plus beaux échecs, c'est de l'égoïsme et de l'ego. C'est quand j'avais l'impression d'être le sachant et de tout savoir et de diriger d'une manière un peu, pas dictatoriale, mais très directive. Et ça, pour moi, ça a été un grand apprentissage, oui. Oui, ben justement, tu me tends une perche, en fait, après la plus belle réussite. Est-ce que comme ça, tu aurais aussi un point, une espèce d'échec qui t'a marqué et qui d'ailleurs souvent ça fait avancer pour la suite? Est-ce que tu as en tête aussi un moment de ta carrière où tu dis ça je l'ai raté et puis derrière je suppose que sur lequel tu auras pu capitaliser? Oui, quand j'étais à Bintan, on a créé des destinations dînatoires justement à l'intelligence collective qui ont été une réussite incroyable. Et ça a commencé juste par le fait de mettre une table sur un rocher et de demander aux équipes de la restauration qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et en travaillant en intelligence collective, on a créé ces destinations dînatoires. On en a créé 6 à l'époque, qui existent toujours et qui sont toujours, représentatifs de la destination de Banyan Tree Bintan. Et riche de cette expérience, je me suis dit, quand je suis arrivé à Phuket, on va faire la même chose. Mais j'ai pas travaillé en intelligence collective. Je me suis inspiré du pays où j'ai pris le riz, qui est l'élément nourriture alimentaire principal dans la culture thaï, et puis la couleur orange du bouddhisme, de la robe des moines bouddhistes. Et j'ai dit, on va faire un dîner autour du riz. Et j'ai dirigé tout ça de A à Z, sans jamais prendre le temps de convaincre. Et donc, la grande différence est la suivante. C'est qu'à Bintan, en intelligence collective, ça a généré la première année $350,000 de chiffre d'affaires, contre toute attente. Et à Phuket, ça a généré $0 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est juste une belle photo, alors qu'à Bintan, ça existe toujours et ça fait toujours la promotion de l'hôtel. C'est intéressant. Bon, on a passé assez de temps sur le passé, donc on va venir au présent et sans doute à l'avenir. Expérientiel. Alors, comment t'es venue l'idée? L'idée est venue suite à une conversation avec mon coach, Vinka, où elle m'a posé des questions pourquoi j'avais quitté l'hôtellerie, pourquoi j'avais étudié l'économie de la fonctionnalité et pourquoi je croyais en l'intelligence collective. Et en réfléchissant là-dessus, elle m'a posé une question importante. Elle m'a dit comment tu pourrais contribuer aujourd'hui par rapport à la situation que nous vivons tous. Alors au départ, je voulais faire une table ronde internationale avec des gens dans mon réseau, etc., sur justement le tourisme durable. Et puis je me rendais compte que peut-être il y avait des limites. Et puis c'était l'histoire d'une fois. Et donc ça fait un peu effet soufflé. Et puis je me suis dit tiens, je vais faire des vidéos. Et j'ai commencé avec YouTube. Et j'ai regardé mon réseau. J'ai dit tiens, j'ai une scientifique, j'ai un économiste, j'ai une journaliste, etc. Et puis je me suis dit tiens, allez, on fait ça. Et on a commencé comme ça. Et puis un jour, Vinka, ma coach, elle me dit t'as entendu parler des podcasts? Et je savais pas ce que c'était, donc j'ai regardé. Elle m'a dit ça un vendredi et le lundi matin, je publiais mon premier podcast avec mon iPhone, façon bricolage.
Et j'étais super content. Et depuis, on en est à 26 épisodes. Donc, pour moi, l'objectif vraiment d'expérientiel, c'est de pouvoir contribuer justement à ce constat que je vois et qui m'attriste, c'est que l'industrie du tourisme est en arrêt. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période? C'est peut-être inspirer les professionnels du tourisme en partageant la connaissance, comme j'avais fait aux Maldives, et en utilisant le podcast, mais sur le thème du tourisme de demain. Et donc, voilà, je suis parti à la rencontre de personnes très intéressantes. Et puis ensuite, j'ai rejoint Respire. J'ai rejoint une autre association sur le tourisme durable qui s'appelle Défimed. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui avaient des points de vue différents, qui avaient des expériences différentes, qui partageaient. C'était des beaux apprentissages. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était vraiment, la notion de sens, de vraiment aborder et comment dire, retrouver du sens dans ce qu'ils font. Et puis l'humain. Le cœur de l'humain est au cœur de l'expérience de ce qu'ils nous décrivent. Et c'est l'essence du tourisme à la fin de la journée. C'est vraiment ça qui est très important. Et c'est marrant, ce matin, j'interviewais Tariq, le CEO de Flokeo, et qui me disait que les fondamentaux du tourisme, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait ça, quoi. J'ai adoré cette définition. Et donc là, t'en es à, oui, tu nous as dit 26 portraits. Alors, j'ai envie de te demander, déjà, entre le premier que tu as fait et ce que tu fais maintenant, est-ce que dans la manière de mener tes interviews, dans les questions que tu poses, est-ce que tu as évolué? Oui, j'ai évolué de différentes manières parce qu'au départ, ce podcast devait durer 12 semaines. Donc, c'était vraiment pour s'amuser. Mais aujourd'hui, on est à plus de 12 semaines. J'ai fait 26 épisodes, j'en ai enregistré 10 déjà à venir. Et la liste est longue, donc c'est super. Donc pour ça, il a fallu que j'aille me former. Donc j'ai fait une formation avec une masterclass sur le podcast qui m'a beaucoup appris et qui m'a permis de travailler sur le son, de travailler aussi sur les différents outils. Là aujourd'hui, on utilise un nouvel outil que je ne connaissais pas à l'époque, justement pour améliorer la qualité du son, limiter les interférences Internet, etc. Et donc à partir du mois prochain, en février, on aura un podcast de meilleure qualité, avec des montages meilleurs. Et de toute façon, je suis dans un état d'esprit d'effectuation entrepreneuriale. Donc, je ne me juge pas. L'objectif est vraiment d'évoluer, d'apprendre et de m'améliorer au fur et à mesure. Alors, donc, tu me disais que tu as environ une dizaine de podcasts déjà enregistrés ou en voie d'enregistrement. Tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as en avant-première, tu as des personnes dont tu peux nous parler? Oui. Je vais faire un podcast le 8 février avec Marine Pesco, qui est le CEO de Racing for the Ocean. Et la particularité de leur entreprise et de leur activité, c'est d'accompagner les hôtels à supprimer l'utilisation de plastique à usage unique. On a parlé ensemble, on a passé un moment incroyable, et donc on a décidé ensemble d'ailleurs qu'on allait organiser un webinar en s'associant avec une scientifique avec qui je vais rentrer en contact pour justement rendre ce webinar accessible à toutes les personnes dans l'hôtellerie, mais aussi dans le tourisme, pour justement apprendre d'expérience et voir comment on peut réduire, l'utilisation de notre plastique. Ce matin, je t'ai dit que j'ai passé du temps avec Flokeo et Tariq. Fascinant, une plateforme qui met en avant les acteurs du tourisme durable. Ça peut être aussi bien hôtel, voyagistes, etc. Ça, c'est génial, avec des indicateurs, avec 4 indicateurs sur la pollution, l'eau, entre autres. Et puis aussi la possibilité d'agir et de comprendre quelle est son empreinte carbone. Cette semaine, j'ai regardé le documentaire de Yann Arthus Bertrand, et qui disait que tout est lié, le réchauffement climatique, etc. Tout est lié par rapport à notre empreinte carbone. Et si chacun d'entre nous réduisait son empreinte carbone de 5%, on pourrait avancer.
on pourrait réduire les impacts sur l'humanité et sur la planète. Et je trouve que c'était très pertinent. Et Tariq nous parle justement un peu comment on peut réduire notre impact empreinte carbone. Et puis ensuite, j'ai rencontré une femme fascinante, Mélanie Membré, qui a créé Va au Vert. C'est la première plateforme de réservation écologique en France. Cette femme a un enthousiasme et une pêche incroyable, dynamique, etc. Et malgré la situation qu'elle vit aujourd'hui, qui n'est pas évidente, elle continue. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très inspirant aussi. Donc voilà quelques-uns. La semaine prochaine, je dois interviewer un copain qui est chef, 3 étoiles, Christian Lesquier, qui est le chef du 5, au Georges V, qui lui aussi va partager avec nous son expérience. Donc il y a un beau programme, et puis il y a aussi Stanislas Gros de Explora Project. Enfin, il y a vraiment une belle liste d'invités, quoi. Ouais, et puis chose qui est intéressant, c'est que c'est très très varié. Alors c'est toujours en lien, voilà, on va pas dire l'écosystème, mais un peu lié au tourisme. Mais c'est quand même des personnalités très très différentes et des secteurs très différents. Et j'imagine que toi aussi, au fur et à mesure de ces différents portraits, tu apprends beaucoup. Ah, c'est incroyable. En réalité, ce podcast, je veux dire, il y a aucun financement derrière à part de ma poche. Il y a aucune ressource financière. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça confirme aussi ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est que l'enrichissement, il n'est pas forcément monétaire. Il est humain. Moi, ce que j'apprends de ces personnes, c'est incroyable, ça n'a pas de valeur. Et de pouvoir le partager avec l'ensemble de l'industrie du tourisme, ça aussi, c'est génial. C'est vraiment contribuer, partager la connaissance. Chacun prend l'idée qui l'interpelle, etc. C'est génial, c'est génial. Donc, vraiment une expérience humaine très, très, très forte. Et puis, ce qui est important aussi, c'est justement la diversité des invités pour montrer que déjà notre industrie est extrêmement large. Le nombre de possibilités est incroyable. Donc, c'est génial, c'est génial. On a toutes les ressources dans notre industrie pour justement déjà rebondir par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, mais en plus être leader justement dans un modèle beaucoup plus durable, beaucoup plus pérenne. Ouais, puis l'industrie du tourisme avait quand même souvent dans la tête des gens l'image un peu traditionnelle bloquée, mais là je pense que par toutes les personnes que tu interviewes, voilà, c'est super inspirant, ça donne beaucoup d'espoir, il me semble, pour l'avenir, je pense. Et puis toi aussi, ça doit te nourrir et donner donc une vision optimiste pour l'avenir. Tu as tout à fait raison. Moi, au début que j'ai commencé, je savais pas exactement où j'allais. J'avais des a priori, et je me suis rendu compte que mes a priori n'étaient pas du tout fondés, quoi. Ce qu'il faut savoir, et ça, on n'en parle pas assez dans les médias, c'est qu'en France, les acteurs du tourisme, il y en a un paquet qui bouge, quoi. Il y a une énergie qui est en train de se transformer et qui va transformer le tourisme de demain. Là, on parle aujourd'hui juste de ces acteurs, mais si on parle de Respire, moi, j'en fais partie, et je suis très content d'en faire partie parce que, humainement, encore, je suis nourri. Là, je suis dans la section, le groupe de travail sur le tourisme durable. Je travaille avec 4 femmes et qui ont, une énergie, des idées, etc. C'est tellement stimulant, ça fait du bien, quoi. Oui, je pense que c'est très important pour ces porteurs d'espoir, évidemment. Alors évidemment, je vais te poser la question, alors qui n'est pas une question bateau, mais qui est une question, les réponses sont pas faciles, qui est globalement, toi, le voyage demain, comment tu vois ça? Alors avec les sujets classiques, le tourisme demain, va-t-il disparaître ou non? C'est quoi ta vision par rapport à tout ça? Alors déjà, je pense que le tourisme de masse ne va pas disparaître. Il va peut-être se transformer, mais il va pas se disparaître. Parce que s'il disparaissait, ça voudrait dire que peut-être il y aurait seulement une certaine une certaine couche de la société qui pourrait se permettre d'aller dans des voyages étrangers, etc. Donc je pense que là, il y aurait peut-être un niveau d'injustice. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que la niche du tourisme durable, elle doit disparaître. Ça doit pas être une niche. Tous les acteurs du tourisme doivent être dans une réflexion et dans une dans une attitude de tourisme durable, quel qu'il soit, que ça soit un hôtel, un voyagiste,
une compagnie aérienne ou des activités, des prestataires d'activités, etc. C'est l'ensemble de l'industrie qui doit être durable. Et ça, c'est essentiel parce que une des choses que j'ai appris justement pendant ce podcast avec Christophe Saint-Paul, qui est économiste dans les nouveaux modèles économiques, il me disait un truc clairement, il me disait, tu sais, un acteur du tourisme ne peut pas être pérenne dans un environnement dégradé. Et il a tout à fait raison. Quand je reviens à mon histoire du plastique tout à l'heure, le plastique, ce continent qui flotte de plastique n'est que le haut du iceberg. La réalité, c'est que on trouve des particules, des nanoplastiques dans les comment ça s'appelle, les planctons, ce qui veut dire que ça rentre dans la chaîne alimentaire. Ça veut dire que nous absorbons des nanoplastiques au quotidien. Et ça a un impact sur notre santé. Et si demain, il n'est plus bon pour la santé d'aller se baigner, parce que justement, on ressort avec des allergies, parce que justement, il y a des déchets qui flottent, etc., eh bien, toute l'industrie du tourisme balnéaire va souffrir. Donc, il est dans notre intérêt vraiment à tous de pouvoir travailler ensemble. Ça aussi, c'est important parce que je trouve que notre industrie est quand même divisée. Il y a les voyagistes d'un côté, les restaurateurs de l'autre, les hôteliers, etc., les compagnies aériennes. Mais vraiment de travailler tous ensemble. Alors, évidemment, on a des indicateurs différents, etc., mais avec un projet commun, c'est-à-dire de rendre cette industrie pérenne. Et ça, c'est possible. À partir du moment où, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on travaille en intelligence collective et qu'on est capable de mettre notre ego de côté. Très bien, c'est super François. Alors une petite dernière question concernant expérientiel. Dans tes rêves les plus fous, qui aimerais-tu inviter et interviewer? J'aimerais bien déjà avoir le secrétaire général au tourisme. J'aimerais bien l'écouter, cet homme-là, et avoir un entretien avec lui. Je pense que c'est important. C'est quand même incroyable que notre pays, qui est la première destination mondiale, même qu'on peut questionner les chiffres, parce qu'on met les personnes en transit, on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas un ministère du tourisme. C'est incroyable. Déjà, donc j'aimerais bien... Jean-Baptiste, si tu nous écoutes, appelle François. C'est ça, en fait, le message. Voilà. Hein. Ensuite, moi, j'aimerais bien avoir aussi un monsieur, c'est Sébastien Bazin. Il m'a semblé que durant le premier confinement, etc., il avait vraiment cette touche humaine. Et j'aimerais partager avec lui, justement, et entendre parler les grands groupes de ce qu'ils font, parce que je suis convaincu qu'ils font des choses, mais aussi de partager, parce que c'est pas juste les grands groupes et les indépendants d'un côté. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment tout le monde autour de la table. Donc, on a tous à apprendre de chacun. Donc, profitons-en. Donc, moi, Sébastien Bazin, ça m'intéresserait beaucoup, oui, avec grand plaisir. Bon, peut-être qu'il va nous écouter, on verra s'il y a des personnes du groupe Accor qui écoutent ton podcast, voilà, pourront se faire le relais. Je te remercie, François. Ouais. Je lui ai envoyé un email et j'ai toujours pas de réponse. Bon, j'espère que c'est pas passé en indésirable, on espère. Il doit être très occupé aussi. Ouais, sans doute, oui. Des petits points d'actualité, là. Voilà, le matin, quand tu te lèves, une question que tu poses souvent à tes invités aussi, je pense, c'est qu'est-ce qui te met en joie? C'est marrant, en ce moment, ce qui me met en joie, c'est de me préparer pour les interviews et la rencontre que je vais avoir avec les personnes que je vais interviewer. C'est-à-dire que ce podcast me nourrit tellement humainement et intellectuellement que maintenant, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Et qu'à chaque fois, j'ai l'impression de partir en voyage avec une personne différente, dans un territoire différent. Des fois, c'est vraiment partir en terre inconnue. Ce matin, c'était en terre inconnue avec Tariq. Et je trouve ça génial. Donc vraiment, ça me donne vraiment la banane. C'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, de le découvrir, d'apprendre, et puis de voir, de partager, cette information, cette expérience avec les autres. Et en général, comment tu procèdes? Tu prépares avant, tu as des petites fiches, ou alors tu préfères, c'est un peu la sérendipité, est-ce que tu préfères profiter du moment et dire, on va voir où l'interview va nous mener? Comment tu procèdes? Alors avant, j'avais pas de questions, à part une ou deux, l'entrée et la sortie. Maintenant, je travaille un peu plus parce que l'objectif est d'apporter beaucoup plus de matière. Donc,
ce qui s'est passé en début d'année, j'ai envoyé des emails à pas mal de personnes en demandant des commentaires par rapport au podcast, ce qu'ils en pensaient, ce que je pouvais améliorer, etc. Et donc, on m'a parlé du son sur lequel j'ai travaillé, et puis aussi des questions où c'était plus axé sur des apprentissages, des partages d'expériences peut-être plus approfondis, etc. Donc, je prépare un peu plus, mais je laisse aussi, une fenêtre toujours ouverte à l'imprévu. Des fois, qu'est-ce qui va me faire rebondir? Peut-être que la personne va dire quelque chose qui va me toucher moi et que j'ai envie de rebondir. Donc c'est vraiment cet échange. C'est pas figé. Je veux surtout pas de rigidité. Je veux une ambiance plutôt relaxe et informelle où on boit un café ensemble et on parle. Bon, mais j'espère que ça s'est passé à peu près comme ça cette fois-ci. On va arriver à la fin de cette interview. Alors, on est encore au mois de janvier pendant quelques temps. Donc, c'est encore le moment de faire les vœux. On va en profiter. Donc, j'ai envie de te demander. Oui, tout à fait. Voilà, pour 2021, voilà, si tu avais des vœux à formuler, quels seraient-ils? Pour toi, et puis aussi pour les autres, évidemment. Je crois que les vœux que j'aurais pour moi seraient les mêmes pour les autres. C'est-à-dire, j'espère sincèrement qu'on va retrouver une certaine forme de liberté qui va nous aider à avancer et plus loin. Je pense que ça, c'est important. Donc, mon vœu, c'est de retrouver une liberté, de retourner au restaurant, d'avoir la possibilité d'aller dans des hôtels, de découvrir des activités, de se déplacer. Ça, c'est ça. Ensuite, l'opportunité aussi de retrouver ses amis et de partager beaucoup plus, parce qu'on s'est rendu compte quand même que ça, c'est un des points positifs de cette pandémie, c'est que ça a remis l'humain au cœur de nos vies et l'importance. Moi, je vois que les liens, ils sont beaucoup plus profonds, il y a beaucoup plus de solidarité et puis il y a beaucoup plus d'amour. Donc voilà, moi c'est ça que je souhaite. Et puis beaucoup plus de solidarité. Moi, je souhaite de la solidarité. J'ai vu de très 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 belles choses et j'espère que ça va continuer, qu'on va pas oublier. Donc ça, c'est mon souhait et que vraiment on a pris conscience pour agir. Parce que ce qui m'inquiète, moi, c'est la prise de conscience, c'est super. Maintenant, il faut agir. Alors, je comprends qu'on ne sait pas forcément toujours comment faire, mais il y a des gens, il y a les compétences dans notre pays. On est un pays, on s'en rend pas compte, mais on a extrêmement de chance. On a un gouvernement, on peut le critiquer autant qu'on veut, mais quand je vois ce qui se passe en Thaïlande, je peux vous dire qu'on n'a pas à se plaindre. Et je suis sûr que dans d'autres pays, c'est encore pire. Donc voilà, on a de la chance. Oui, on pourrait toujours faire mieux, mais on pourrait aussi toujours faire pire. Donc voilà. Et puis, continuons à travailler ensemble. Très bien. Bien, je te remercie, François. C'est avec le mot de la fin, j'imagine. Donc, je te remercie de t'être prêté à cet exercice. Merci pour l'opportunité. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'est intéressant d'inverser. C'est toujours pareil. C'est intéressant d'inverser les rôles, je pense. Hein. C'est toujours riche. Donc c'était également intéressant pour moi. Et puis ça donne envie aussi d'interviewer les personnes comme tu le fais. Je pense c'est un peu l'objectif aussi. Donc je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée. Bonne fin de journée, François. Merci, toi aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.